C'est avec la Cupra à borne que naît la gamme 100% électrique de la marque de sport de Seat. Une sorte de Volkswagen ID.3 recarrossé pour afficher plus de caractère et livré d'office avec des réglages de suspension affermis et une caisse légèrement abaissée. L'ambiance à bord change dans la même direction alors que la mécanique est identique. Depuis 2018, Cupra n'est plus une division sportive de Seat mais une marque à part entière, tout aussi sportive, dont la vocation consiste à proposer des variantes plus efficaces, plus puissantes et esthétiquement plus agressives des modèles de la firme espagnole. Un an plus tard, le SUV Formentor allait plus loin en représentant le premier véhicule propre à Cupra, bien que techniquement proche de la Tekka. En 2022, un second modèle arrive au catalogue sans équivalent Seat, au moins pour le moment, et il est pour la première fois électrique. Il s'agit de la Cupra Born. La Born prend en revanche comme base de travail une auto bien connue du groupe Volkswagen l'ID.3. Les deux compacts partagent la même plateforme MEB, de nombreux éléments de carrosserie et de l'habitacle, ainsi que leur mécanique. C'est d'ailleurs ce dernier point, celui des motorisations, qui pourrait le plus compliquer la tâche de Cupra dans le but de se différencier, avec des moteurs électriques dont le caractère est par définition toujours très lisse. Celui livré sur la seule version disponible au lancement dispose de 204 chevaux pour animer les roues arrière. Il est strictement identique à celui de l'ID.3, en termes de caractéristiques, de performance, comme de comportement. On se demande alors comment la conduite de la borne pourrait bien être plus Cupra que Volkswagen. Avant d'en prendre le volant, on ne peut que constater que le dessin respecte bien les préceptes du constructeur. Hormis une ligne générale très proche de la Volkswagen ID.3, le regard et les lignes de la borne rappellent fortement les modèles Cupra. Les différences avec l'allemande sont plus nombreuses qu'il n'y paraît. Les optiques et les boucliers en sont les exemples les plus évidents, avec des inserts cuivrés, couleur de la marque, des nervures marquées, un faux diffuseur à l'arrière ainsi que des feux qui se rejoignent par un bandeau lumineux. Le capot et les ailes avant s'adaptent donc à ces modifications et s'en trouvent retouchés. La lunette arrière et le hayon également. Les bas de caisse ajoutent un petit appendice aérodynamique de chaque côté, juste avant les roues arrière. Toit, vitrage latéral, pare-brise, porte et aile arrière ne changent pas, ce qui entraîne un profil calqué sur celui de la compacte de Wolfsburg. Avec une garde au sol réduite, elle perd près de 3 cm en hauteur, 1,54 m, et les variations stylistiques lui, font au contraire gagner 6 cm en longueur, 4,32 m, alors que la largeur reste la même, 1,81 m. La Cupra à borne évoque le sport et se remarque. Elle assume son apparence nerveuse, en adéquation avec le reste de la gamme, bien que cette transformation sur base d'ID.3 conserve une poupe étroite façon monospace, due à des proportions plus hautes que larges. La similitude entre la Cupra et la Volkswagen se poursuit à bord avec un environnement commun, pour l'organisation de la planche de bord et les technologies. On remarque surtout la présence en série des sièges baquets, apportant à eux seuls l'ambiance plus dynamique attendue. Le tissu utilisé est issu de plastique recyclé trouvé en mer, grâce au partenariat passé avec l'organisation spécialisée SICAL. Il est possible de remplacer le tissu par de la suédine grise ou bleue, également recyclée, à partir de matière végétale. Il s'agit d'une option intégrant siège électrique, chauffant et massant, 1 740 € ou de 1 940 € selon la couleur. En série, on retrouve cette suédine grise sur les accoudoirs latéraux et sur celui placé entre les sièges. Large, il remplace avantageusement les deux petits accoudoirs individuels présents dans l'ID.3. La console centrale est également inédite, en plan incliné reliant la zone de rangement avec chargeur à induction aux aérateurs centraux situés sous l'écran multimédia. Cette console centrale est recouverte d'un tissu proche du néoprène, la matière des combinaisons de plongée, tout comme la zone contournant l'instrumentation numérique de 5,3 pouces face au conducteur et agrémentée d'une couture couleur cuivre. Des inserts dans la même teinte cuivrée habillent le contour du rangement de la console centrale, les contreportes et les aérateurs. Tout cela contribue à améliorer le niveau de qualité perçu, en complément d'un assemblage sérieux et d'un plastique moussé sur la planche de bord côté passager. Dommage que ces efforts ne se poursuivent pas, jusqu'aux contreportes et aux parties inférieures de l'habitacle, en plastique toujours aussi dur et bon marché, en contact régulier avec le coude voire la main du conducteur. Il ne manquait pourtant pas grand-chose pour obtenir une présentation vraiment satisfaisante.
S'il y avait un point à ne pas reprendre de l'ID3 mais qui s'est malgré tout et logiquement retrouvé dans la borne, c'est l'ergonomie conçue autour du tout tactile ou presque, que l'on qualifierait plutôt de trop tactile. On ne trouve d'ailleurs même plus les petits raccourcis positionnés sur une surface dédiée sous l'écran, qui avait sa place chez Volkswagen mais compensé ici par un écran plus large, de 12 pouces au lieu de 10. L'accès à la climatisation n'a rien de simple, les réglages de la température, ou du volume sonore par la barre tactile sous l'écran demandent un peu trop d'attention pour ce type de fonction et si l'on souhaite moduler le volume en passant par le volant, c'est pire. Toutes les commandes placées sur les branches sont tactiles et dans le cas du volume, de la sélection de l'affichage de l'instrumentation, branche droite, ou de la vitesse de régulation et du passage entre régulateur et limiteur de vitesse, branche gauche, il faut faire glisser son doigt tout en exerçant un léger appui et recommencer l'opération à chaque incrémentation ou décrémentation d'une valeur de volume ou de vitesse. Concernant les commandes de vitres, qui sont généralement épargnées par les contrôles sensitifs, ce n'est pas totalement le cas ici. On ne sait pas vraiment si la solution choisie a été source d'économie et si elle avait sincèrement pour but de simplifier la vie de l'utilisateur, mais ce qui est certain, c'est que la mission n'est pas remplie. Il n'y a que 2 commandes d'ouverture physique au lieu de 4 et les 2 manquantes sont remplacées par une touche tactile juste au-dessus qu'il faut activer pour réaffecter les commandes physiques aux vitres arrière. En pratique, on appuie dessus sans le vouloir en cherchant du bout du doigt la gâchette physique et on ouvre la vitre arrière à la place de l'avant. On la referme ensuite et on cherche à rebasculer sur la commande avant mais la touche se montre étrangement beaucoup moins réactive. Les vrais appuis ne sont parfois pas pris en compte et on met entre 5 et 10 secondes pleines pour réussir à ouvrir la bonne fenêtre. L'expérience aide un peu et il s'avère qu'un appui long sur la touche tactile fonctionne à chaque fois mais ce système demeure pénible à l'usage. Lors des premiers tours de roue, on apprécie immédiatement les sièges sport qui octroient à la fois du moelleux et du maintien. Un plus aussi bien pour l'atmosphère intérieure que pour le confort, qui est par ailleurs correct en termes de suspension à condition de ne pas dépasser les jantes de 19 pouces. Bien que l'amortissement sport de série soit relativement ferme, cette monte assure une bonne filtration que perdent les jantes de 20 pouces. En série, on trouve des jantes aluminium de 18 pouces que nous n'avons pas essayées. Afin d'obtenir davantage de confort de suspension, il sera peut-être intéressant d'attendre 2022, et la disponibilité du châssis piloté à 15 niveaux de rigidité paramétrable, 850 €. Dynamiquement, la Cupra Born enchaîne les courbes avec aisance et sécurité, sans mouvement de caisse indésirable. Elle n'a cependant rien de sensationnel à offrir avec une direction qui est certes précise mais qui ne procure pas un grand ressenti de la route. Il est possible de la rendre plus consistante, ce qui aide un peu en conduite dynamique mais cela reste un brin artificiel. La pédale de frein fait partie pour sa part des élèves moyens. Il y a moins bon en constance mais elle reste légèrement variable d'un freinage à l'autre, alors que l'attaque de pédale se montre trop peu ferme avant de trouver de la consistance en cours de course. L'élément le plus sportif sera alors plutôt son côté propulsion, avec le couple important de 310 Nm qui fait volontiers patiner les roues arrière lors des départs direction braquée. Ce couple reste le même quelle que soit la version choisie. Notre modèle et ses 204 chevaux est associé à la batterie de 58 kWh net, 62 kWh brut, mais une variante de 150 chevaux avec batterie de 45 kWh de capacité utile, 55 kWh brut, arrivera en 2022, tout comme la Cupra Born VZ et ses 230 chevaux. Un surplus de puissance qui prend la forme d'un boost pendant 30 secondes, avec toujours 204 chevaux le reste du temps. La batterie pourra alors être choisie en 58 kWh ou 77 kWh, 82 kWh brut, cette dernière accusant un surplus pondéral de 122 kg, 1871 kW, alors que la plus légère 1708 kW, et sa batterie de 45 kWh ne l'est pas beaucoup plus que notre modèle d'essai, 1736 kg, à cause de capacités brutes proches. Une sonorité intérieure accompagnera la motorisation 230 chevaux pour éventuellement plus d'originalité à la conduite, comme le voudrait le cahier des charges Cupra. Avec notre variante de 204 chevaux, pas de son artificiel, que du silence qui n'apporte finalement rien de plus que dans une simple Volkswagen ID3. Les performances sont néanmoins très satisfaisantes avec un 0 à 100 km/h en 7,3 secondes, un chrono que la Born VZ fera descendre jusqu'à 6,6 secondes et que celle de 150 chevaux maintiendra à un honorable 8,9 secondes.
La vitesse de pointe est limitée à 160 km/h, comme chez Volkswagen. Devant ce tempérament volontaire maître sage, on retiendra surtout qu'elle a conservé son aptitude à limiter sa consommation. Sur 2 boucles très variées allant de la traversée de ville au passage sinueux sur des routes de montagne à rythme plus élevé, pour 135 km au total, notre consommation moyenne n'a pas dépassé les 18,5 kWh au 100 km. L'autonomie de cette